Arrête de jouer à l'entrepreneur, a déclaré papa à Thanksgiving. C'est embarrassant. Qui a acquiescé? Mon frère Harry. Je n'ai rien dit. Le lendemain matin, la couverture du magazine Fortune, celle de la femme d'affaires de l'année, est apparue. Ma photo, ma société de cybersécurité valorisée à 127 millions de dollars. Papa l'a ouverte au petit déjeuner. Il a blêmi. Mais revenons en arrière, car cette histoire ne commence pas à Thanksgiving. Elle commence 7 ans plus tôt, quand j'avais 23 ans et que mon père m'a dit que je gâchais ma vie. Mon frère Marcus avait tout pour plaire à mes parents. MBA à Harvard à 25 ans, analyste en banque d'investissement chez Goldman Sachs à 26 ans. Fiancé à une avocate issue d'une bonne famille à 28 ans. Il portait 1000 costumes et conduisait une BMW en leasing. Il avait le bureau d'angle, le titre prestigieux, la carte de membre d'un club de golf. Moi, je rêvais d'un ordinateur portable. Rebecca, ma chérie, quand est-ce que tu vas te prendre au sérieux dans ta carrière? M'a demandé maman lors du dîner du dimanche, alors que j'avais 23 ans. Je venais de quitter mon 3e emploi en entreprise en 2 ans. Cette fois-ci, un poste de responsable marketing qui me rendait malheureuse. Je suis sérieuse, dis-je. Je suis en train de construire quelque chose. Papa posa sa fourchette. Construire quoi? Tu construis quelque chose depuis 6 mois. Tu vis dans un studio. Tu conduis une Honda de 10 ans. Marcus gagne vraiment sa vie, il fait de vrais progrès. Papa, je développe un logiciel de cybersécurité. Le marché est plein de gens qualifiés, m'interrompit-il. Tu as une licence en communication. Qu'est-ce que tu connais à la cybersécurité? J'apprends à coder toute seule depuis 3 ans. J'ai étudié. Apprendre toute seule, répéta maman en échangeant un regard avec papa. Rebecca, ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Il faut des diplômes, des certifications, un vrai travail. Marcus sourit en coin de l'autre côté de la table. Beck, je t'aime, mais maman et papa ont raison. Tu as 23 ans. Il est temps de grandir. Viens travailler à la banque. Je peux te décrocher un entretien. Un poste de débutant, mais c'est un début. Je ne veux pas travailler dans une banque parce que tu es trop fier pour commencer au bas de l'échelle comme tout le monde, dit papa. Sa voix avait ce ton que je connaissais trop bien. Un mélange de déception et de frustration. Tu te crois spécial. Tu crois pouvoir sauter toutes les étapes que Marcus a suivies et... Quoi? Réussir du jour au lendemain? Je n'essaie pas de brûler les étapes. Je fais des choix différents. Des choix différents, répéta papa. C'est ça qu'on appelle le chômage maintenant. Je sentis mon visage s'empourprer. Je ne suis pas au chômage. Je travaille 16 heures par jour à construire. Construire du vide, dit-il sèchement. Tu joues à l'entrepreneur. C'est embarrassant, Rebecca. Quand on me demande ce que fait ma fille, qu'est-ce que je suis censée répondre? Que tu es au chômage et que tu codes dans ton appartement. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Maman se pencha et serra la main de papa. Un front uni, comme toujours. On s'inquiète juste pour toi, dit maman d'une voix plus douce, mais tout aussi cinglante. On ne veut pas que tu gâches ta vingtaine à courir après un rêve impossible. Le monde de la tech est impitoyable. Tu sais combien de start-up échouent? 90%, dis-je doucement. Je connais les statistiques, alors pourquoi prendre un tel risque? Parce que je crois en ce que je construis. Marcus a ri. Il a vraiment ri. Beck, c'est mignon. Mais la conviction ne paie pas le loyer. Il te reste combien d'économies? 3 mois. Ça ne te regarde pas. Ça nous regarde quand tu viens demander de l'argent à papa et maman, dit-il. Jamais de la vie. Tu n'auras peut-être pas le choix, dit papa. Et on te le dit tout de suite, on ne finance pas ce rêve. Si tu n'as plus d'argent, débrouille-toi. Trouve un vrai travail. On ne cautionne plus ça. Je me suis levée. Mes mains tremblaient. Je devrais y aller. Rebecca, assieds-toi. Maman a dit, on dîne en famille. Non, tu as une intervention, et je n'ai pas besoin d'être là. J'ai pris mon manteau et je suis partie. Derrière moi, j'ai entendu Marcus dire, laisse-la partir. Elle trouvera bien une solution quand elle n'aura plus d'économie.
Je suis restée assise dans ma Honda, garée dans leur allée, à pleurer pendant 10 minutes. Non pas parce qu'ils m'avaient blessée, même si c'était le cas, mais parce qu'une petite voix terrifiante en moi se demandait s'ils avaient raison. Pendant les 18 mois qui ont suivi, je n'ai quasiment pas parlé à ma famille. Quelques textos de temps en temps, de brefs coups de fil quand ma mère insistait, mais j'ai arrêté d'aller au dîner du dimanche, d'assister aux réunions de famille. Je leur disais que j'étais occupée à travailler, à construire quelque chose. Ils pensaient que je les évitais par orgueil. Ils n'avaient pas tout à fait tort. La vérité, c'est que je construisais quelque chose d'extraordinaire et je ne pouvais pas risquer qu'ils le sabotent avec leurs doutes. Mon logiciel, Titan Shield, était une plateforme de cybersécurité de nouvelle génération qui utilisait l'IA pour prédire et prévenir les attaques avant même qu'elles ne se produisent. Pas de sécurité réactive, mais une protection proactive. J'avais passé 3 ans à faire de la recherche, à coder, à tester. J'avais épuisé toutes mes économies, utilisé 2 cartes de crédit au maximum, survécu aux nouilles instantanées et au café, et puis, 20 mois après ce dîner du dimanche catastrophique, j'ai enfin obtenu Mon premier client était une PME du secteur des services financiers à Austin. Ils m'ont payé 180 000 $ pour la mise en place et une année de service. J'ai remboursé mes cartes de crédit, signé un bail pour un studio dans un quartier plus huppé et souscrit une assurance professionnelle. 6 mois plus tard, j'avais 4 clients, puis 12, puis 27. Au bout de 3 ans, j'en avais 148,3 millions de dollars de chiffre d'affaires. La 4e année, j'ai créé ma société et embauché mes premiers employés, 6 ingénieurs brillants rencontrés dans des communautés de développeurs en ligne. Nous travaillions dans un espace de coworking au centre de Seattle. On mangeait des pizzas à minuit et on fêtait chaque nouveau contrat comme si on avait gagné au loto. Mes parents n'en savaient rien. Marcus savait que je continuais mon petit truc de tech. C'est comme ça qu'il l'appelait quand on se parlait 2 fois par an. Alors, Beck, ça va bien, ton petit truc de tech? Ça va bien, je répondais. Assez bien pour payer le loyer, me demandait-il, avec ce ton condescendant qui transparaissait dans chacune de mes paroles. Assez bien. Il ne demandait pas de détails. Moi non plus. Mes parents. Ils avaient décidé il y a des années que mon entreprise était un échec et rien de ce que je dirais ne les ferait changer d'avis. Alors, j'ai arrêté d'essayer de les convaincre. J'ai simplement continué à développer l'entreprise. Au bout de 5 ans, Titan Shield comptait 220 clients, 47 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel et 120 employés. Nous avions emménagé dans nos propres bureaux, un entrepôt rénové dans le quartier technologique de Seattle, avec des briques apparentes, des bureaux debout et une cuisine à faire pâlir d'envie la plupart des restaurants. J'ai embauché un directeur financier, un directeur technique et un vice-président des ventes. J'ai fait appel à une agence de relations publiques pour commencer à développer notre image de marque. J'ai investi dans la recherche et le développement, en investissant massivement dans l'innovation pour garder 5 ans d'avance sur la concurrence. Et je n'ai rien dit à ce sujet. Ma famille pensait toujours que je galérais, que je jouais à l'entrepreneur d'une manière triste et illusoire. Et je les ai laissés penser cela parce qu'à ce moment-là, j'avais compris quelque chose d'important. Leur doute avait été un moteur. Chaque commentaire dédaigneux, chaque question condescendante, chaque fois qu'ils me comparaient à Marcus, cela m'avait poussé à travailler plus dur, à réfléchir plus intelligemment, mieux construire. Je ne cachais pas mon succès par dépit. Je le protégeais. Ma famille de cœur était au courant de tout. Mes employés savaient qu'ils construisaient quelque chose de révolutionnaire. Mes associés, la société de capital risque qui avait investi 12 millions de dollars la 4e année, savaient que nous étions en bonne voie pour atteindre une valorisation de 500 millions de dollars en 3 ans. Les journalistes spécialisés qui avaient commencé à nous couvrir savaient que Titan Shield était en train de transformer le secteur de la cybersécurité. Mais mes parents, eux, n'en savaient rien. « Comment va le travail, chérie ?» me demandait maman lors de nos appels trimestriels. « Chargé, répondais-je. Beaucoup de projets. Tu gagnes assez pour vivre ? Ça va bien, maman. Parce que si tu as besoin d'aide, on peut t'aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Silence. Alors, Rebecca, tu n'as pas à être si fière. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Je me serais retenue de parler, et j'aurais changé de sujet. En septembre de ma 7e année, j'ai reçu un courriel qui a tout changé. Objet, nomination au prix du PDG de l'année du magazine Fortune. Chère mademoiselle Chin, au nom du magazine Fortune,
j'ai le plaisir de vous informer que vous avez été nominé pour notre prix annuel du PDG de l'année. Votre entreprise, Titan Shield, a été reconnue pour sa croissance exceptionnelle, son innovation et son impact sur le secteur. Nous aimerions programmer une interview et une séance photo pour notre numéro de décembre. La cérémonie de remise des prix aura lieu à New York le 15 novembre. J'ai lu le courriel 3 fois. Puis j'ai appelé mon directeur financier, David Martinez. Tu nous as nominés pour quelque chose. Pour le prix Fortune? Oui, notre agence de relations publiques a soumis la candidature en juin. Je ne pensais pas que nous serions vraiment nominés. C'est énorme. Tu sais combien de PDG postulent? Combien? Plus de 3000 candidatures. Ils ont sélectionné 25 finalistes. Nous figurons parmi les 25 meilleures entreprises technologiques du pays. Je me suis assis. Mes mains tremblaient. Quand a lieu la cérémonie? Le 15 novembre, 3 semaines avant Thanksgiving. Bien sûr. La journaliste de fortune s'appelait Patricia Hammond, la quarantaine, avec un regard perçant et un enregistreur qu'elle a posé sur mon bureau comme une arme. Commençons par les bases, a-t-elle dit. Titan Shield a été fondé il y a 7 ans. Vous aviez 23 ans. Aucun diplôme technique, aucune expérience en commerce. Qu'est-ce qui vous a fait croire que vous pouviez rivaliser dans l'un des secteurs les plus concurrentiels au monde? Je ne pensais pas pouvoir rivaliser, ai-je répondu honnêtement. Je savais que je pouvais gagner. Elle a souri. C'est une affirmation audacieuse. C'est sincère. J'ai passé 3 ans à me préparer avant de signer mon premier client. J'ai appris à coder, j'ai étudié le marché, j'ai identifié les lacunes que personne d'autre ne comblait. Au moment du lancement, je n'étais pas en compétition. J'innovais. Votre croissance de chiffre d'affaires est extraordinaire. 8 millions de dollars. La 3e année, 47 millions de dollars, la 5e. 127 millions de dollars prévus pour cette année. Comment avez-vous connu une croissance aussi rapide? 2 choses. J'ai embauché des gens plus compétents que moi et je n'ai jamais cessé d'améliorer le produit. Chaque dollar gagné a été réinvesti dans le développement ou le recrutement. Je ne me suis versé un vrai salaire qu'à partir de la 4e année. De quoi avez-vous vécu? De ramen et d'une obstination à toute épreuve. Elle a ri. Votre famille doit être fière. J'ai marqué une pause. Ils ne savent pas. Je suis désolé. Ma famille ignore tout du succès de Titan Shield. Ils pensent que je galère encore. Ils pensent que je joue à l'entrepreneur. Patricia a haussé les sourcils. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 ans, ils m'ont dit que je gâchais ma vie. Ils m'ont dit de trouver un vrai travail. Ils m'ont comparé à mon frère qui travaille dans la banque d'investissement et qu'ils considèrent comme le plus brillant des deux. Et j'ai décidé que je n'avais pas besoin de leur approbation pour construire quelque chose d'extraordinaire. Mais ils savent sûrement que vous réussissez maintenant. Ils savent que je continue à travailler dans la tech. Ils ne demandent pas de détails. Ne les proposez pas. Patricia se pencha en avant. Chin, tu te rends compte que ton histoire va faire la une? J'ai eu un coup au cœur. La une. La une. Numéro de décembre. L'entreprise secrète. Comment elle a bâti un empire de 127 millions de dollars alors que sa famille la croyait en faillite. Sorti en kiosque le 29 novembre, 4 jours après Thanksgiving. L'invitation est arrivée par SMS début novembre. Maman, Thanksgiving chez nous cette année, 16h, confirme ta présence, s'il te plaît. Marcus, Emily et moi serons là. On peut apporter quelque chose? Maman, juste vous deux. Maman, Rebecca. J'ai fixé mon téléphone. Ça faisait 4 ans que je n'avais pas fêté Thanksgiving en famille. Moi, je serai là. Maman, super. Ce sera tellement agréable de nous retrouver tous ensemble. Marcus. Beck. Vous amenez quelqu'un? Moi. Juste moi. Marcus, toujours célibataire? Il faut que tu trouves du temps pour les rencontres, Beck. Que du travail et pas de loisirs. Je n'ai pas répondu. David est entré dans mon bureau. Ça va? On dirait que tu as vu un fantôme. Je vais fêter Thanksgiving chez mes parents. Ceux qui ne savent pas que tu es en couverture du magazine Fortune, ce sont eux. Beck,
Le numéro sort en kiosque le vendredi après Thanksgiving. Tu seras là jeudi. Ils le verront le lendemain matin. Je sais. Tu vas leur dire avant? J'y ai pensé. 7 ans de remarques désobligeantes et de questions condescendantes parce qu'on me compare à Marcus à chaque réunion de famille. Et la voix de mon père qui me dit que c'est embarrassant. Rebecca. Non, j'ai dit que je ne leur dirai rien. Tu les laisseras le découvrir à la sortie du magazine. C'est exactement ce que je vais faire. Je suis arrivée chez mes parents à 15h55. La même maison de banlieue où j'ai grandi. La même pelouse impeccablement entretenue. La même couronne sur la porte d'entrée. Marcus a ouvert avant même que je puisse frapper. Beck. Ça fait longtemps. Il était exactement le même. Son costume cher avait laissé place à des vêtements décontractés chics. La même assurance. Un sourire. Le même regard qu'il avait pour me regarder comme si j'étais une enfant qui jouait à se déguiser. Salut Marcus. Entre. Entre. Émilie est à l'intérieur. Tu te souviens d'Émilie? Bien sûr. Émilie était la femme de Marcus. Ils s'étaient mariés 2 ans auparavant lors d'un mariage qui avait coûté plus cher que la plupart des maisons. Elle était belle, brillante et avait toujours été polie avec moi. Les gens sont comme ça quand ils ont pitié de vous. Maman est apparue de la cuisine. Rebecca, tu es là. Il m'a serré dans ses bras. Par-dessus son épaule, j'ai vu papa dans le salon, en train de lire le journal. Salut maman. Tu as l'air maigre. Tu manges assez? Je mange bien. Je suis trop occupée par le travail. Je m'inquiète pour toi. Tu travailles sans cesse et tu ne prends même pas soin de toi. Je vais bien, maman. Vraiment? Nous sommes allés au salon. Papa a baissé son journal. Rebecca, papa, comment va le travail? Occupé. Toujours dans le secteur de l'informatique? Toujours dans le secteur de l'informatique? Il a hoché la tête et a repris sa lecture. Fin de la conversation. Marcus m'a tendu un verre de vin. Alors, Beck, raconte-nous ton la vie. Quoi de neuf? Pas grand-chose. Le travail. Comme d'habitude. Je m'en sors, demanda-t-il, avec cette condescendance familière qui s'insinuait dans son visage. Je m'en sors bien parce que tu sais que si jamais tu as besoin d'aide, de conseils financiers, de contacts professionnels, je suis là pour t'aider. C'est à ça que servent les grands frères. Je souris. Merci, Marcus. Ça va. Le dîner se déroula exactement comme prévu. Maman demanda des nouvelles de mon appartement. Papa demanda si j'habitais toujours à Seattle. Marcus parla de sa dernière promotion. Vice-président senior, il dirigeait désormais une équipe de 30 analystes. Émilie partagea des nouvelles de son parcours pour devenir associée dans un cabinet d'avocats et je disais le moins de choses possible. « Rebecca, tu vois quelqu'un ?» demanda Émilie en prenant le dessert. « Et, tu devrais essayer les applis. C'est comme ça que ma sœur a rencontré son mari. Je suis trop occupée pour sortir en ce moment. » Marcus rit. « Beck, tu es trop occupé depuis 7 ans. À un moment donné, il faut bien se ménager du temps pour une vie personnelle. » J'ai une vie personnelle. Et toi? Où tu passes tes journées à travailler sur ta petite start-up? Il y avait une petite start-up. Je pris une inspiration. Profite bien de ta vie, Marcus. Ce n'est pas parce qu'elle est différente de la tienne qu'elle n'est pas épanouissante. Je ne te critique pas, dit-il en levant les mains. Je dis juste que tu as 30 ans. La plupart des gens de ton âge pensent au mariage, aux enfants, à construire leur avenir. Toi, tu joues encore à l'entrepreneur. Maman me toucha la main. Il n'a pas tort, ma chérie. On s'inquiète pour toi. Tu fais ça depuis si longtemps et on se demande quand est-ce que tu vas te poser, trouver un travail stable? Commence à penser à ton avenir. C'est mon avenir. Papa posa sa fourchette. Rebecca, je vais être franc. Tu as 30 ans. Tu cours après ce rêve depuis 7 ans. À quel moment vas-tu admettre que ça ne marche pas et essayer autre chose? Ça marche. Alors pourquoi tu conduis encore cette vieille Honda? Pourquoi tu vis dans un 2 pièces? Pourquoi tu ne parles jamais de réussite, d'évolution ou de tout ce dont parlent les gens qui réussissent? Parce que je n'ai rien à te prouver. J'y ai réfléchi.
Mais je ne l'ai pas dit. Je suis bien là où je suis, ai-je répondu. Marcus a secoué la tête. Comme si c'était un discours de perdant. À l'aise. Les gens qui réussissent ne recherchent pas le confort. Ils visent l'excellence. Et tu penses que je ne suis pas exceptionnel? Je pense que tu es têtu. Je pense que tu gâches ton potentiel parce que tu es trop fier pour admettre que ça ne marche pas. Je me suis levée. Merci pour le dîner, maman. C'était délicieux. Rebecca, assieds-toi, a dit papa. Sa voix avait ce ton autoritaire, celui qu'on utilisait pour me faire obéir quand j'étais enfant. Je suis restée debout. Asseyez-vous. Papa, je n'ai pas 12 ans. Si je veux partir, je pars. On essaie de t'aider, a dit maman. Ses yeux étaient humides. Pourquoi es-tu sur la défensive? Parce que vous n'essayez pas de m'aider. Vous essayez de me convaincre que j'ai échoué, alors que ce n'est pas le cas. N'as-tu pas échoué? A demandé papa. Tu as 30 ans. Tu as passé 7 ans là-dessus et... Tu n'as rien à montrer. Moi, j'ai tout à montrer. Tu ne le vois juste pas parce que tu as déjà décidé que j'étais un raté. Alors montre-nous Marcus face au défi. Montre-nous le succès. Montre-nous les clients, le chiffre d'affaires, la croissance. Prouve-nous le contraire. J'ai failli le faire. J'ai failli sortir mon téléphone et leur montrer le site web de Titan Shield, la liste des clients, les articles de presse, le mail de Forbes dans ma boîte de réception. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien à te prouver, ai-je dit doucement. J'ai cessé d'avoir besoin de ta validation il y a longtemps. C'est ce que disent les ratés, a dit Marcus. J'ai pris mon manteau. Au revoir, Rebecca. Maman a appelé, mais j'étais déjà dehors. Je me suis assise dans ma Honda payée comptant, parfaitement fiable, et j'ai respiré. Mes mains tremblaient, pas de colère, mais d'autre chose, peut-être de soulagement ou de satisfaction, parce que dans moins de 24 heures, ils allaient apprendre la vérité. Et je ne serai pas là pour la voir. Je me suis réveillée à 6 heures. Vendredi. Impossible de dormir. J'ai préparé du café, ouvert mon ordinateur portable et fait semblant de travailler, mais en réalité, j'attendais. Le numéro de fortune devait sortir en kiosque à 7 heures. À 7h15, mon téléphone s'est mis à vibrer. David, il est sorti. Beck, tu es partout aux États-Unis en ce moment. Ma directrice des relations publiques, CNN appelle. Bloomberg aussi. Le Today Show te veut la semaine prochaine. Mon directeur technique vient d'en acheter 5 exemplaires. Tu as une sacrée allure sur cette couverture. À 7h47, j'ai reçu un SMS d'une personne inattendue. Émilie, la femme de Marcus. Émilie. Rebecca, je viens de voir le magazine Fortune. Il faut que je t'appelle. Mon téléphone a sonné 30 secondes plus tard. Rebecca. Salut Émilie. C'est vrai? PDG de l'année selon Fortune. Titan Shield. Une entreprise à 127 millions de dollars. C'est vrai. Silence. Rebecca, je suis vraiment désolée. Pourquoi? Pour tout. Pour la façon dont on t'a traité hier soir. Pour la façon dont Marcus t'a parlé. On n'en avait aucune idée. Aucun de nous n'en avait la moindre idée. Je sais. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? M'aurais-tu cru? Silence. Je ne sais pas. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas dit. Marcus est en train de lire l'article. Rebecca, il a l'air d'être malade. Dis-lui de continuer à lire. Il y a une citation formidable sur le doute familial. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Je vais à mon bureau. J'ai du travail. Rebecca, Émilie, je dois y aller. Merci d'avoir appelé. J'ai raccroché. À 8h02, maman a appelé. Je n'ai pas répondu. À 8h15, papa a appelé. Je n'ai pas répondu. À 8h33, Marcus a appelé. Je n'ai pas répondu. Les messages ont commencé à s'accumuler. Maman, Rebecca, appelez-nous s'il vous plaît. On vient de voir le magazine Fortune. Papa, il faut qu'on parle. Appelle-moi tout de suite. Marcus. Beck. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas. Rappelle-moi, s'il te plaît. Marcus Beck,
Sérieusement. Je suis un idiot. Je suis vraiment désolé. Marcus, j'ai dit à Emily que je t'emmenais dîner pour m'excuser. Dis-moi où. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux, et je suis allé travailler. Ils sont arrivés à mon bureau lundi matin. Tous les trois. Mon assistante de direction, Jordan, m'a appelé. Rebecca, tes parents et ton frère sont dans le hall. Ils n'ont pas de rendez-vous. Dis-leur que je suis occupée. Ce que j'ai fait. Ton père a dit qu'il ne partirait pas tant que tu ne les aurais pas vus. J'ai fermé les yeux. Bien sûr, il avait raison. Fais-les monter. 2 minutes plus tard, ils sont entrés dans mon bureau. Le bureau avec les baies vitrées donnant sur Seattle. Le bureau avec mon nom sur la porte. Le bureau avec la couverture du magazine Fortune encadrée au mur derrière mon bureau. Le regard de maman s'est immédiatement porté dessus. Elle a mis sa main sur sa bouche. Papa est resté bouche bée. Marcus a regardé l'étagère des récompenses. La plaque Forbes 31h30, le trophée TechCrunch Disrupt, le prix de l'innovation en cybersécurité du département de la sécurité intérieure. Beck, a-t-il murmuré. C'est Rebecca, ai-je corrigé. Personne ne m'appelle Beck ici. Rebecca, il déglutit difficilement. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Pourquoi exactement? Demandai-je. Pour avoir qualifié ma société de petite start-up. Pour m'avoir dit que je jouais à l'entrepreneur. Pour avoir insinué que j'étais un raté. Sois précis, Marcus. Je veux savoir exactement pourquoi tu t'excuses. Pour tout, absolument tout. J'avais tort. J'avais tellement tort. Papa s'avança. Rebecca, on n'en avait aucune idée. Tu n'en avais aucune idée parce que tu n'as jamais posé la question. Tu as décidé que j'étais un raté, et tu as arrêté de chercher. Tu ne nous l'as jamais dit, dit maman d'une voix tremblante. Tu n'as jamais rien dit à ce sujet. M'aurais-tu cru si je te l'avais dit? Demandai-je. Aurais-tu cru que je construisais une entreprise de 127 millions de dollars alors que je vivais dans un studio et que je conduisais ma vieille Honda? Ou m'aurais-tu dit que je me faisais des illusions? Silence. C'est bien ce que je pensais, dis-je. Papa était rouge de colère. Ce n'est pas juste, Rebecca. Tu nous l'as caché délibérément. Je te l'ai caché, corrigeai-je. Il y a une différence. Te l'avoir caché? Nous sommes ta famille. Vous êtes ceux qui m'ont dit que je gâchais ma vie. Vous êtes ceux qui m'ont comparé à Marcus à la moindre occasion. Vous êtes ceux qui ont clairement fait comprendre que mes rêves vous faisaient honte. Nous étions inquiets pour toi. Non, c'est moi qui vous faisais honte. Il y a une différence. Marcus s'est affalé dans un des fauteuils d'invités. Beck. Rebecca, je ne sais pas quoi dire. J'ai passé 7 ans à croire que tu galérais, à croire que j'étais celle qui réussissait, à croire que j'étais meilleure que toi. Tu n'as jamais été meilleur que moi, Marcus. Tu avais juste plus l'approbation de papa et maman. Ce n'est pas juste, protesta maman. On vous aime tous les deux autant l'un que l'autre, n'est-ce pas? Parce que pendant 7 ans, Marcus, il était l'enfant chéri et j'étais la déception. Pendant 7 ans, tu l'as pris pour modèle, un idéal que je ne pouvais atteindre. Pendant 7 ans, tu as balayé d'un revers de main tout ce que je construisais, le considérant comme un rêve, car tu ne nous as jamais montré autre chose. Papa disait, tu as vécu comme si tu vivais à peine de quoi survivre. J'ai vécu comme quelqu'un qui réinvestit chaque dollar dans son entreprise au lieu de le dépenser en voiture de luxe et en appartement hors de prix pour impressionner des gens qui, de toute façon, ne croyaient pas en moi. Ces mots résonnaient comme une fumée. Maman pleurait maintenant. Rebecca, s'il te plaît. Nous avons fait des erreurs. Nous avons eu tort. Mais nous sommes là maintenant. Nous voulons te soutenir. Je n'ai plus besoin de ton soutien. J'ai 287 employés qui croient en moi. J'ai des investisseurs qui m'ont confié leur argent. J'ai des clients qui ont misé sur ma technologie pour assurer leur sécurité. J'ai des amis qui ont célébré chaque étape importante avec moi. J'ai bâti tout ça sans toi. Et maintenant que c'est terminé, je n'ai plus besoin de toi. C'est cruel, dit papa. Est-ce cruel ou est-ce honnête? Marcus se leva. Que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous arranger ça? Je le regardai.
Mon frère, l'enfant chéri, celui qui avait toujours eu tout ce que je voulais, la fierté de nos parents, leur approbation, leur confiance. Tu ne peux pas, dis-je doucement. Tu ne peux pas effacer cette année de mépris avec une seule excuse. Tu ne peux pas. Répare les dégâts en te montrant maintenant que je fais la une du magazine Fortune. Tu ne regagneras pas ma confiance en étant impressionné par ma réussite alors que tu étais dégoûté par mes difficultés. Alors, c'est tout? Demanda papa. Tu vas juste nous exclure. Je vais continuer ce que je fais depuis 7 ans. Je vais me concentrer sur mon travail, mon équipe et les personnes qui ont vraiment cru en moi. Vous trois, vous pouvez vous réjouir pour moi de loin. Mais vous n'avez pas votre place là-dedans. Vous n'avez pas le droit de vous attribuer le mérite. Vous n'avez pas le droit de dire aux gens que votre fille est la PDG de Titan Shield. Vous n'avez pas le droit de profiter de la gloire par procuration, alors que vous avez essayé d'éteindre la lumière dès le départ. Maman sanglota. Rebecca, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne fais rien, maman. Je refuse simplement que tu fasses quelque chose. Il y a une différence. Mon téléphone vibra. Jordan, ton rendez-vous de 10 heures est arrivé. J'ai une réunion, Vous devez partir. Rebecca, au revoir. Ils sont partis. Tous les trois, vaincus, anéantis, comprenant enfin ce que signifiait être congédiés. Je me suis assise à mon bureau et j'ai respiré. Puis j'ai souri. L'histoire a fait le tour du web. Dès le mardi, le trafic du site de Titan Shields avait augmenté de 4000%. Nous avions 1200 nouvelles demandes de clients, 3 offres de rachat et 17 demandes d'interviews de grands médias. J'en ai accordé 6. Chaque interview portait sur ma famille, sur le secret que j'avais gardé, sur le lien entre le doute et la détermination. Vos parents ignoraient tout de votre succès. Le présentateur de CNN a demandé « Quel sentiment de liberté avez-vous éprouvé ?» J'ai répondu « Honnêtement, je n'ai pas créé Titan Shield pour leur prouver qu'ils avaient tort. Je l'ai créé pour me prouver que j'avais raison. Leur doute n'était qu'un bruit de fond. Mais vous vouliez sûrement leur approbation. Quand j'avais 23 ans. Oui. Quand j'avais 30 ans et que j'avais bâti une entreprise de 127 millions de dollars. À ce moment-là, j'avais appris quelque chose d'important. Tu n'as pas besoin de l'approbation de ceux qui ne croient pas en toi. Tu as besoin du soutien de ceux qui croient en toi. L'interview est devenue virale. 3,2 millions de vues en 48 heures. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec les messages de ma famille. Tante Karen, Rebecca, j'ai toujours su que tu étais spéciale. Oncle Tom, je suis si fière de toi. On se voit bientôt. Cousine Michelle, ma cousine Germaine, est-ce que je peux dire aux gens qu'on est de la même famille? Je n'ai répondu à aucun de ces messages. Le seul message familial auquel j'ai répondu venait d'Émilie. Marcus est anéanti. Il est vraiment désolé. Pourrais-tu lui parler? Peut-être un jour. Pas aujourd'hui. 2 semaines après l'article de Fortune, j'ai reçu un appel de mon père. Rebecca, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Je reçois des appels de collègues, d'amis, de gens du club. Tout le monde me demande pourquoi je n'ai jamais mentionné ma fille qui a une carrière incroyable. Pourquoi je n'ai jamais dit que tu étais PDG d'une grande entreprise technologique. Que leur réponds-je? Le silence. Alors je leur dis que je suis une idiote. Papa. Non, Rebecca, laisse-moi finir. Je me suis trompée sur toute la ligne. Je t'ai ignoré parce que tu n'as pas suivi le chemin que je croyais tracer. Tu n'as pas fait de MBA. Tu n'as pas gravi les échelons hiérarchiques. Tu as construit quelque chose de nouveau et je ne l'ai pas vu, trop occupé à te comparer à ce que je pensais être la réussite. Pourquoi me dis-tu tout ça? Buzz, il faut que tu le saches. Je suis désolée. Vraiment, profondément désolée. Et je comprends si tu ne me pardonnes jamais, mais il faut que tu saches que je te vois maintenant. Je vois ce que tu as construit. Je vois tes sacrifices. Et je t'admire. Ma gorge s'est serrée. Ce n'est pas suffisant, papa. Je sais. On ne peut pas se contenter de s'excuser et espérer que tout aille bien. Je le sais aussi. Mais j'espère qu'un jour tu me donneras une chance de regagner ta confiance. Pas comme quelqu'un d'impressionné par ta réussite. Comme quelqu'un qui aurait dû croire en toi quand tu étais en difficulté.
Je n'ai rien dit. Je t'aime, Rebecca, ai-je murmuré. Je t'ai toujours aimé. Je n'étais tout simplement pas douée pour le montrer. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Marcus a tenté une autre approche. Il m'a envoyé un courriel. Objet. Je suis désolé, Beck. Rebecca, j'ai commencé ce courriel 30 fois et je l'ai effacé 30 fois. Rien ne sonne juste, car rien ne peut sonner juste. Il n'y a aucun moyen de s'excuser pour cette attitude condescendante. Mais je vais quand même essayer. Je me suis trompée sur toute la ligne. Je me suis persuadée que ma voie était la seule menant au succès. Un emploi en entreprise. Les marqueurs traditionnels de la réussite. Je te regardais et je voyais quelqu'un qui refusait de suivre les règles, et je te jugeais pour cela. La vérité, c'est que j'étais jaloux. Tu avais du courage que je n'ai jamais eu. Tu as parié sur toi-même. Tu as construit quelque chose à partir de rien. Tu as pris des risques qui m'ont terrifié, et au lieu de t'admirer pour cela, je t'ai rabaissé. Je me sentais mieux en te faisant sentir insignifiante. J'en ai honte. J'ai honte de la personne que j'étais lors de ce dîner de Thanksgiving. J'ai honte de chaque fois que j'ai qualifié ton travail de « petit truc technique ». J'ai honte d'avoir dû attendre la couverture du magazine Fortune pour réaliser que tu as toujours été exceptionnel. Je n'attends pas ton pardon. Je ne le mérite pas, mais je veux que tu saches que je travaille à m'améliorer. Émilie m'aide à comprendre mes erreurs. Et j'espère qu'un jour, quand tu seras prête, nous pourrons parler. Vraiment parler. Non pas comme l'enfant prodige et la déception, mais comme des égales. Parce que tu n'es pas seulement mon égale, Rebecca. Tu es ma supérieure à tous les égards. Je t'aime. Je suis désolée et fière de toi, Marcus. J'ai relu ce message 3 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis retournée travailler. La cérémonie de remise des prix de l'entreprise de l'année de fortune s'est tenue en février dans une salle de bal d'un hôtel de Manhattan, ornée de lustres en cristal et où la liste des invités ressemblait à un bottin mondain du monde des affaires américain. Je portais une robe noire qui coûtait plus cher que mon premier mois de loyer il y a 7 ans. Mon équipe était là. David, mon directeur technique, mon vice-président des ventes. Nous étions 20 à fêter ça ensemble. Mes parents et Marcus n'étaient pas invités, mais ils sont quand même venus. Je les ai aperçus en entrant dans la salle de bal, debout près de l'entrée, nerveux, mal à l'aise dans leur tenue de soirée, serrant les programmes comme des bouées de sauvetage. Maman m'a vue la première. Rebecca, ai-je dit en m'arrêtant. On n'était pas sûr que tu veuilles de nous, a-t-elle ajouté. Mais on devait venir. On devait te voir recevoir ce prix. Comment as-tu fait pour avoir des billets? C'est sur invitation seulement. Marcus avait l'air gêné. Je connais quelqu'un au tableau d'affichage. J'ai fait jouer mes relations. Si tu veux qu'on parte. Je ne veux pas que vous partiez, ai-je dit doucement. Mais je ne veux pas que vous soyez là comme ma famille. Pas encore. Vous ne le méritez pas. Papa a tressailli. Rebecca, tu peux rester. Tu peux regarder. Mais tu ne t'assieds pas avec moi. Tu ne prends pas de photos avec moi. Tu ne dis à personne que vous êtes de ma famille. Vous êtes des spectateurs. Rien de plus. Les yeux de maman se remplirent de larmes. On comprend. Et toi? Te rends-tu vraiment compte de ce que tu m'as coûté? Pas de l'argent, pas du succès, mais 7 ans à devoir rembourser un prêt. 7 ans sans le soutien de ma famille. 7 ans à me demander si je n'étais pas en train de rêver, parce que ceux qui étaient censés croire en moi n'y croyaient pas. On est désolé, murmura Marcus. Je sais. Et peut-être qu'un jour, ça suffira. Mais pas ce soir. Ce soir est pour ceux qui ont cru en moi quand je n'avais rien. Ce soir est pour mon équipe. Ce soir est pour les investisseurs qui ont pris un risque. Ce soir est pour moi. Je l'ai dépassé. David me rattrapa à l'intérieur. C'était eux. Oui. Ça va. Je vais bien. Et c'était vrai. Quand ils annoncèrent mon nom, Rebecca Chin, PDG de l'année de Titan Shield, je montai sur scène sous les applaudissements de 800 personnes. Je reçus le prix des mains du rédacteur en chef de Fortune. Je fis un discours de 5 minutes sur la résilience, l'innovation et l'importance de croire en soi quand personne d'autre n'y croit. Je n'ai pas parlé de ma famille. J'ai parlé de mon équipe, de mes investisseurs,
de mes mentors, de ceux qui ont cru en moi quand je n'étais personne. Et quand j'ai quitté la scène, ce prix à la main, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 7 ans, la plénitude. Ma relation avec ma famille est toujours compliquée. On dîne ensemble une fois par mois maintenant. Des dîners gênants, où chacun pèse ses mots. Où Marcus ne parle pas de son travail à moins que je ne pose la question. Où ma mère ne me donne pas de conseils à moins que je ne les lui demande. Où mon père s'intéresse à mon travail comme s'il parlait à un inconnu. Ce n'est pas parfait. Ce ne le sera peut-être jamais, mais c'est authentique. Émilie et moi sommes proches maintenant. Elle s'est excusée tellement de fois. J'ai fini par lui dire d'arrêter. Tu n'étais pas le problème. Je lui ai dit que tu y étais juste lié. Marcus fait des efforts, vraiment. Il pose des questions sur Titan Shield avec un intérêt sincère. Il se renseigne sur la cybersécurité. Il apprend à coder, pour comprendre ton univers, m'a-t-il dit. Il est en train de devenir quelqu'un que je pourrais vraiment considérer comme un frère, et non plus comme un membre de ma famille par obligation. Papa a pris sa retraite anticipée. Il m'a dit qu'il avait réalisé avoir passé 40 ans à courir après le succès et être passé à côté de l'essentiel. Je ne sais pas si j'y crois vraiment, mais j'apprécie l'intention. Maman pleure souvent pendant les dîners, au téléphone, quand elle voit des articles sur moi. Je suis si fière de toi, répète-t-elle sans cesse, comme si la répétition allait rattraper le temps perdu. Ce ne sera pas le cas, mais peut-être qu'un jour, ça suffira. Titan Shield vaut aujourd'hui 340 millions de dollars. Nous avons 420 employés et des bureaux à Seattle, Austin et Boston. Nous nous développons à l'international. Nous innovons plus vite que nos concurrents ne peuvent réagir. Et je conduis toujours cette Honda. Non pas que je n'ai pas les moyens de m'offrir mieux, mais parce qu'elle me rappelle d'où je viens. Elle me rappelle que j'ai bâti cet empire à partir de rien. Elle me rappelle que le succès ne consiste pas à impressionner ceux qui ont douté de vous. Il s'agit de se prouver à soi-même qu'on avait raison de croire. Mon téléphone vibre. Un message de Marcus. Dîner du dimanche chez mes parents. Tu viens? J'hésite à passer mon dimanche soir à tenter de comprendre les relations complexes d'une famille qui apprend encore à me traiter comme son égal. Puis je me souviens que je n'ai plus rien à prouver. Moi, je serai là, car peut-être, juste peut-être, c'est ça le vrai succès. Pas les couvertures de magazines, ni les récompenses, ni une entreprise à 340 millions de dollars, mais la liberté de choisir le pardon selon ses propres conditions.